Simplement, avant de répondre à la question, j'aimerais d'abord déjà saluer votre présence en grand nombre et saluer cette journée, parce que je pense que c'est vraiment, ça donne de la force et du courage. Ce que je voulais dire tout à l'heure sur le fait que par rapport à tous ces mouvements-là, chaque mouvement a sa propre réalité. Ce qui se passe en Tunisie, c'est pas ce qui se passe en Égypte. Ça, c'est une évidence. Ce que je voulais mettre en évidence, c'est que, par exemple, c'était moins le cas en Tunisie. Et pour cause, la Tunisie, c'est un tout petit peu décalé par rapport au conflit israélo-palestinien. Reste que, on sait aujourd'hui aussi que le premier pays qui soit intervenu au niveau de la Tunisie, ce sont les États-Unis. Les États-Unis ont été le premier pays qui, avec celui qui est aujourd'hui le directeur de la CIA, qui s'appelle Petraeus. Il était en Afghanistan, en accord avec le ministre de l'Intérieur et puis le commandement armé. Ils ont décidé de faire tomber Ben Ali dans un piège. Donc l'idée de contrôler ce mouvement-là, ils n'en sont pas à la source, mais ils ont voulu et ils ont tenté aussi de contrôler quelque chose. Et donc ici, c'est aussi important, c'est-à-dire qu'il y avait une alliance objective entre la Tunisie et Israël. Il faudra étudier ce que sera l'avenir de cette relation-là, bien sûr, avec le peuple tunisien qui se libère et qui n'aura sans doute pas du tout le même positionnement que l'administration ou la dictature précédente. Maintenant, un des pays qui est très très important du point de vue de l'enjeu, c'est effectivement l'Égypte. Et souvenez-vous, dès le départ, le gouvernement israélien qu'il dit qu'il faut soutenir Moubarak parce que Moubarak, c'est la garantie de la sécurité et de la stabilité. Et que la révolution, c'est la promesse d'autres Irans, d'autres expériences iraniennes avec les islamistes, avec l'opposition. Donc, le positionnement des États par rapport à ces mouvements, même par rapport à la Syrie, par rapport à la Libye, ça n'est pas, il ne faut pas le lire uniquement par le prisme du conflit, mais le conflit est quelque part dans les considérations régionales, bien sûr. Et c'est ça que je veux dire. Et donc il faut faire des études spécifiques et comparées, c'est-à-dire parallèles, je veux dire, plutôt que comparées. C'est-à-dire savoir un tout petit peu comment se dessine la nouvelle géostratégie et le nouveau paysage du Moyen-Orient avec ces mouvements-là. Par exemple, un des pays qui voulait et qui a poussé à la séparation du Soudan Nord et du Soudan Sud, il n'en a jamais fait, ne l'a jamais caché, c'est Israël aussi. Et on va vers cette décision-là aussi de la nouvelle présence israélienne en Afrique. Donc, encore une fois, c'est ça que je suis en train d'essayer de dire. Ne pas tout considérer par ce prisme, mais savoir placer sur la carte de nos analyses ce référent-là, parce qu'il est vraiment important. Comme le dit Naomi Klein dans la stratégie du choc. Voilà, exactement. C'est ce qu'elle dit aussi dans son ouvrage. Naomi Klein, elle dit ceci, elle met en évidence ceci. L'ouvrage, comme je vous l'ai dit, l'ouvrage très très épais de Robert Fisk, des deux auteurs, des deux universitaires qui aux États-Unis ont mis en évidence le caractère très pro-israélien de la politique étrangère américaine. Tout ça, il faut l'étudier, il faut regarder ce qui est un tout petit peu en train de se passer. Encore une fois, l'espérance de lendemain meilleur pour les peuples arabes est une chose pour laquelle il faut s'engager. La vigilance quant à l'analyse des causes et des options potentielles reste quelque chose d'important. Je ne vois pas, moi c'est pour ça, on a eu une discussion ce matin avec Alain Grèche, mais déjà auparavant on avait eu une autre discussion en Belgique, et il est beaucoup plus optimiste que moi sur ce qui est en train de se passer. Moi je suis, comme je vous l'ai dit, prudemment optimiste. Je vois mal qu'on laisse aller des peuples vers des démocraties complètement transparentes, ou qui seraient complètement achevées, qui ne seraient pas sous contrôle d'une façon ou d'une autre de l'intérieur. Et puis, il y a plein de questions qui sont difficiles en fait. Vous savez, ces révolutions aussi n'auraient pu être sans la présence très militante de la télévision Al Jazeera. Mais Al Jazeera a eu des couvertures médiatiques tout à fait inégales selon le pays où les choses se passaient.
Et donc ça veut dire aussi une chose, ça veut dire que il faut se poser la question de savoir du jeu qui est joué là-dedans. Et il faut poser des questions. Je veux dire, c'est absolument incroyable aujourd'hui. J'étais sur une chaîne australienne hier et il me dit « Est-ce que vous avez des questions sur le 11 septembre ?» Je dis « Mais évidemment, j'ai des questions sur le 11 septembre. » Il me dit « Alors vous êtes un conspirationniste, vous pensez que c'était pas Ben Laden ?» J'ai dit « Mais Ben Laden ou pas Ben Laden, j'ai des questions. 2 passeports qui sont retrouvés intacts le lendemain, ça me pose des questions. Je veux dire, tout s'écroule et 2 passeports restent, ça pose des questions. » L'espèce d'imbécile qui a laissé sa voiture avec des manuels pour piloter un avion en arabe alors que tous les cours sont donnés en anglais, c'est un idiot lui aussi. Je veux dire, j'ai des questions, je ne suis pas dans la conspiration, je demande, et j'ai toujours demandé une enquête indépendante sur ce qui s'est passé, et j'ai dit la même chose le 7 juillet 2005 à Londres. Pourquoi on n'a pas d'enquête indépendante qui nous dise un tout petit peu le fin mot, pas qu'on nous dise les grands secrets, soi-disant qu'il y a des choses qu'il ne faut pas rendre publiques. Alors, il faut poser des questions. Et quand aujourd'hui, je veux dire, je me retrouve en face d'une espèce d'imposteur qui connaît, un soi-disant expert en terrorisme, qui connaît autant le terrorisme que moi je connais la culture du riz en Papouasie-Nouvelle-Guinée, je veux dire, un menteur, un homme qui est un menteur, un imposteur. Et quand vous lui dites, mais évidemment on a des questions, on n'a pas de photos, rien ne nous a été dit. Vous savez, cette attitude-là, qui consiste pas comme je vois certains jeunes sur Internet, qui sont là dans l'idée du complot dans tous les Illuminati, les trucs de derrière, et puis il y a un complot mondial. Tu te dis, mais attends, c'est tellement compliqué dans ta tête qu'on va rien résoudre là. On va même pas commencer à marcher. Je veux dire, ils sont dans le complot. Mais oui, il y a des complots. C'est même un complot de nous faire croire qu'il n'y a pas de complot. Bien sûr qu'il y a des complots. Mais là, de là à tomber dans ce versant-là, non. Il faut prendre une distance, et c'est ce que je dis, étudier les faits, regarder ce qui se passe, et à un moment donné, poser les bonnes questions. Oui, nous avons des questions. Comment se fait-il que l'administration américaine nous donne 3 versions différentes en moins de 24 heures de ce qui s'est passé au Pakistan? Comment se fait-il que le gouvernement pakistanais nous dise « Nous ne savions pas, nous savions, nous ne savions pas, et puis maintenant on a quand même des prisonniers. » De qui se moque-t-on? Et nous, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège-là, parce que, vous savez, un des plus grands moyens de ceux qui veulent que des conspirationnistes naissent, ce sont des gens qui vont laisser suffisamment de mystère pour que la conspiration prenne. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle dit, vous laissez du flou, suffisamment de flou pour que les gens commencent à... Elle dit, tu vois, tu es un conspirationniste. Donc on peut même manipuler par conspiration la conspiration. Et nous, on se retrouve stupide en plein milieu de tout ça. Donc moi, ce que j'aimerais simplement dire comme équipement intellectuel, c'est qu'il faut faire très très attention, oser poser les questions, oser avoir le courage de s'exposer, et puis, s'il vous plaît, ne minimisez jamais le potentiel que vous avez en tant que sujet, en tant que citoyen et en tant qu'être humain. Vous pouvez faire dans ce pays des choses incroyables. Ça a été dit là tout à l'heure, par exemple, sur la question, moi je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, vous avez des situations où on laisse faire des choses par rapport à Israël dans ce pays, mais c'est vrai aussi aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez parfois l'impression que vous pouvez plus parler, mais il faut faire très très attention maintenant. Vous avez des gens, ils vous mettent sur une liste des professeurs d'université qui sont trop pro-palestiniens, ça s'appelle Campus Watch, qui demandent à vos étudiants de prendre note de ce que vous avez dit pendant le cours et qui vous mettent sur une liste, c'est-à-dire que vous êtes sous surveillance académique. Donc ici c'est... Oui, c'est vrai. En fait, c'est vrai. Ici aussi. Et pour avoir une salle, on peut parler de la salle de Palestine. Et puis pour avoir une salle, je veux dire, c'est assez incroyable. Moi qui me font rire, on me dit, vous êtes dans le pays de la liberté d'expression. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.